Bon, déjà, j'étais très manuelle, j'aimais bien fabriquer des petites maquettes, j'aimais beaucoup le dessin. À l'atelier d'ébénisterie, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Le côté minutieux, cette richesse dans la matière, en fait, ce décor qui m'a interpellée. Leurs gestes sont précis. Ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast, et grâce au soutien de la région Centre-Val de Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Ce matin, je suis à Chartres. Il me faut traverser un petit pont qui enjambe l'Eure à côté de la collégiale Saint-André pour me rendre dans l'atelier de marqueterie de Ledwin. Avant de rencontrer Ledwin, je n'avais aucune idée de ce que c'était la marqueterie. Vous le savez, vous ? C'est l'art d'ornementer des supports par l'assemblage de plaquages de différentes matières. Bois, nacre, os, écailles de tortue, galucha, étain, argent, laiton, cuivre. Et pour jouer avec ces matières, je peux vous dire qu'il faut des doigts de fée et beaucoup de talent. Et ça, du talent, elle en a, Ledwin. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Vous êtes marquetteuse. Oui. Qu'est-ce que c'est la marqueterie ? Alors, la marqueterie, c'est des décors avec des plaquages de différentes substances. Donc, ce sont des feuilles de bois, différentes essences. Il y en a environ 150 qui sont utilisables. Moi, j'en ai à peu près 70 en stock dans mon atelier. Et donc, au-delà du bois, j'utilise aussi de la nacre, du laiton, avec de l'étain aussi, et parfois du cuivre. Et aussi, j'ai la particularité de travailler le galucha, donc qui est de la peau de raie principalement ou de roussette. Et je réalise des pièces uniques. La marqueterie, donc, c'est un élément de décor et on peut en retrouver un peu partout. Donc, traditionnellement, c'est sur du mobilier de style. Donc, quand les gens ne connaissent pas, ne savent pas ce qu'est la marqueterie, je leur parle de ça et en fait, ils en ont forcément vu à un moment donné. Et du coup, ils réalisent quand parfois des personnes pensaient que c'était de la peinture sur du bois, et bien non, la marqueterie, il faut l'imaginer comme un puzzle. Donc, ce sont vraiment des feuilles, il y a de la matière, c'est d'une épaisseur d'environ 5/10 de millimètre. Et c'est découpé avec, il y a différentes techniques pour ça. Mais voilà, c'est un puzzle de différents matériaux qui est assemblé et collé après sur un support. Donc, on peut faire des panneaux, des tableaux de grande dimension et puis des choses très petites aussi qui vont tenir dans un cadran de montre. Donc, c'est vraiment, c'est très vaste et c'est ce qui me plaît, c'est qu'il y a évidemment une infinité de motifs. En fait, le seul limite, c'est l'imagination. Même souvent, on aime bien, je dis on parce qu'avec d'autres camarades, on aime bien fonctionner comme ça, on se lance des challenges et c'est vrai que ça permet de moderniser aussi et d'apporter une autre vision dans un métier, un savoir-faire ancestral. Donc, avec une amie brodeuse, on a réalisé un bibi, donc c'est un petit bijou, un petit chapeau style années 20 en fait, années folles, et donc on a fait de la marqueterie brodée. Voilà. Donc ça permet d'allier différents savoir-faire aussi, et c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. C'est vrai que quand on arrive dans votre atelier, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, parce qu'il y a plein de matières qui sont posées sur des supports, des bijoux, et on n'imagine pas toujours que ça peut donner ça. Je vois que derrière vous, il y a des plaques de bois. C'est comme ça qu'arrive le bois chez vous et que vous le découpez pour qu'il devienne des feuilles ? Alors, les feuilles, je les achète déjà à mon fournisseur. C'est parce que c'est un autre savoir-faire. Donc, j'achète mes plaques de nacre, mes feuilles de bois. Les dimensions sont vraiment variables, hein, de même que le métal. Et après, donc, il y a tout un travail, un processus de préparation. Parce que j'ai des feuilles de bois qui sont pas totalement planes, donc il va falloir les redresser. Donc pour ça, il faut un peu de chaleur, faut les humidifier, il faut les mettre sous presse pendant un certain nombre d'heures. Et puis après, venir pour les bois les plus fragiles, coller, les doubler avec du papier, à nouveau laisser reposer, laisser sous presse plusieurs heures
pour après enfin venir préparer, constituer ces fameux paquets de plaquage, parce que ce sont des matériaux fragiles, et les feuilles, donc que ce soit pour le métal, le galuchat ou le bois, ça ne va pas se découper directement voilà, comme ça, et ça demande une préparation et une protection en mettant d'autres plaques en fait, de bois plus tendres qui vont servir de protection en fait. Il faut imaginer un sandwich avec la matière que je vais utiliser, qui est emprisonnée au milieu en fait, qui est protégée par une enveloppe. Quand on arrive dans votre entrée, dans votre atelier, il y a un très joli tableau d'une maison en Bretagne sur la plage, fait en marqueterie de bois. J'ai l'impression qu'il y a plein d'essences. Vous avez utilisé quelles essences pour ça? Alors, pour ce petit tableau, donc j'ai une petite dizaine d'essences de bois. Donc, pour la toiture, j'ai utilisé du platane maillé, donc, qui a la particularité d'avoir des petites taches, donc qui ressemblent à des tuiles en fait. Donc, c'est un bois qu'on utilise souvent pour faire le toit de maison. Après, pour suggérer des rochers ou des murs, voilà, la pierre, j'utilise des loupes. Donc, ça peut être principalement de la loupe de chêne, de la loupe de noyer ou d'amboine pour la végétation aussi, parce que ce sont des bois tourmentés. Donc, les loupes, ce sont des excroissances en fait sur les arbres. Donc, il y a certains bois qui proposent cette particularité. Et puis, ça offre voilà, des décors qui sont vraiment très riches. Et qui suggère voilà, justement un mouvement. Pour le ciel, j'ai utilisé du marronnier, donc, qui est taché aussi, qui a des traînées bleues qui sont dues à de la moisissure, voilà, qui sont venus colorer le bois, et ça suggère donc un décor de nuages. Vous pourriez nous raconter les différentes étapes de quand un objet en restauration arrive chez vous? Alors, déjà, la première étape, ça va être l'observation. Donc, essayer de décrypter en manipulant la pièce et de pouvoir faire une estimation la plus précise possible du nombre d'heures ou d'étapes que va engendrer donc, cette restauration. Ce qui est loin d'être une évidence en fait, parce qu'il y a toujours des surprises, particulièrement il y a beaucoup de pièces que les restaurateurs récupèrent qui ont été soit voilà, restaurées parfois par des professionnels ou plus souvent par des personnes qui voilà, pensaient bien faire, qui voyaient qu'il y avait des décollements, donc qui cherchent à recoller les pièces, mais qui font ça avec des outils ou des colles modernes. Et du coup, après, ça nous emmène beaucoup plus loin, parce que c'est plus laborieux après à nettoyer pour pouvoir voilà, restaurer la pièce et lui redonner un peu de son éclat d'antan. Vous faites plus de la restauration ou de la création? Alors, plutôt de la création. Je suis voilà, créatrice en premier lieu, un petit peu de restauration, donc de mobilier, particulièrement avec de la marqueterie boule. Donc, ce qu'on appelle la marqueterie boule, c'est, comme je vous le disais, avec particulièrement de l'écaille de tortue et du laiton ou du poirier noirci. Donc, ça va être plutôt les pièces qu'on va me confier, ce sont des pièces Napoléon III, donc à peu près voilà, dans les 200-250 ans. Et sinon, aussi une de mes spécialités, je dirais, c'est la restauration de panneaux de marqueterie vietnamienne. Donc là, ce sont des incrustations de nacre gravées. Alors, mes outils. J'ai des tranchets, des ciseaux à bois, scalpel, donc pour pouvoir découper précisément mes patrons ou alors certains plaquages, en particulier du bois qui est relativement souple. J'ai une scie à chantourner qui est mon outil principal donc pour découper mes matériaux, mes fameuses pièces de puzzle entre guillemets, voilà, parce que ça parle un petit peu plus aux gens avant l'assemblage. Et comme autre outil, je vais avoir après des machines un petit peu plus imposantes avec une
une scie circulaire qui me permet de découper de manière bien précise et droite avec un bon équerrage mes tableaux, par exemple. Là, j'ai des pinceaux pour la colle. Donc après, voilà, il y a le consommable. J'ai donc de la colle blanche, de la colle de poisson, des finitions avec de la cire, des vernis. Ça ressemble un peu à un atelier d'ébéniste, finalement. Ce sont deux métiers qui sont très proches. Oui, il y a pas mal d'ébénistes aussi qui faisaient ou qui font de la marqueterie. Et après, il y a voilà, c'est aussi vraiment une discipline, maintenant, la marqueterie à part entière, et des artisans qui sont exclusivement marketeurs. Et c'est quoi votre histoire? Comment est-ce que vous en êtes venu à la marqueterie? Alors, la marqueterie, je l'ai découverte lors de ma formation. En fait, j'ai fait l'école Boulle. J'ai fait les portes ouvertes. J'ai eu un coup de cœur, en fait, pour les métiers du bois. Parce que, il y a différents ateliers. C'est vrai que là, on arrive dans un univers. Je savais que, déjà, j'étais très manuelle. J'aimais bien fabriquer des petites maquettes. J'aimais beaucoup le dessin. À l'atelier d'ébénisterie, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Après, réflexion, j'ai décidé de monter un dossier pour rentrer donc après la troisième, et j'ai été prise et ravie. Et donc j'ai intégré ce qu'on appelle la formation des métiers d'art, donc qui existe toujours, donc c'est de la seconde à la terminale. Et après j'ai fait un diplôme des métiers d'art. Donc ça c'est une formation par contre qui n'existe plus ou qui a été modifiée, reformulée et qui est sous forme de licence maintenant, c'est sur 3 années. Et donc après ces 5 ans donc d'ébénisterie, j'ai fait ce qu'on appelle un DMA 3, en marqueterie. Et finalement, la marqueterie est devenue ma spécialité. En fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette discipline-là particulièrement. Et comment vous l'avez découverte? Il y a un prof qui vous a particulièrement marqué ou... Non, c'est vraiment la discipline, le côté minutieux, cette richesse dans la matière, en fait, ce décor qui m'a interpellée. Je pense c'est vraiment de voir toute cette profusion de couleurs, de formes dans les plaquages qui sont vraiment très inspirants et qui m'inspirent au quotidien. Et parfois, pour la plupart de mes créations, je vais avoir ma palette en fait de matière et imaginer parfois un décor en fonction du décor qui m'est déjà proposé en fait par la matière. Et qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire des choses avec vos mains? C'est satisfaisant en fait de façonner, de transmettre une énergie, je dirais aussi de communiquer différemment et de s'exprimer au travers de la matière. Et puis de pouvoir, moi ce qui me plaisait aussi dans ma formation et ce que j'ai souhaité continuer, c'est pour ça aussi que j'ai créé mon entreprise, c'est de pouvoir suivre tout le cheminement et la création vraiment de A à Z, c'est-à-dire d'imaginer, de concevoir, étudier, réaliser, façonner, vraiment travailler de ses mains et après d'aller jusqu'à la rencontre aussi du public au travers donc de salons professionnels, d'expositions et puis maintenant de ma boutique à Chartres depuis 1 an. Quand on regarde vos créations, c'est assez impressionnant de voir la minutie de la pose. C'est des tout petits morceaux, c'est vraiment de la dentelle. Oui. Et ça demande aussi beaucoup de créativité. Aujourd'hui, pendant très longtemps, il y a eu une dévalorisation des métiers de la main au profit du métier intellectuel. On a beaucoup opposé les deux. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à faire quelque chose de ses mains parce qu'il a peur que ce ne soit pas assez reconnu et qu'on lui dise que ça ne fait pas assez appel à l'intelligence? Alors là, je reprendrai un terme qui est déjà employé, mais on parle de l'intelligence de la main. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion derrière et puis une sensibilité. Donc je pense que ce qui compte, c'est déjà de faire quelque chose vraiment dans lequel on s'épanouisse, qui nous plaise. Après, c'est certain qu'il y a des difficultés, parfois de valorisation. Et puis l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est aussi un petit combat parfois au quotidien. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais après je fais un métier par passion. Je regrette pas, même si encore une fois il y a des moments difficiles, mais je m'épanouis beaucoup dans ce que je fais. Donc je dirais qu'il faut vraiment mesurer. Il faut pas y aller foncer tête baissée non plus, mesurer le pour, le contre,
mais laisser parler son cœur aussi, voilà, parfois, et de se faire confiance, et puis aussi de pas hésiter à aller à la rencontre, voilà, des gens, de professionnels, ce qu'il m'est arrivé de faire aussi, ce que j'ai fait aussi à Chartres avant de venir m'installer, de venir rencontrer des artisans qui étaient là et de bien vouloir partager avec moi leur expérience. Et puis c'est comme ça que voilà, on fait aussi de belles rencontres, qu'on évolue, qu'on crée des partenariats et une solidarité aussi, parce que c'est vrai que nous, les artisans ou artistes, on travaille pour la plupart dans nos ateliers, sans vitrine, avec très peu de contacts extérieurs. Et c'est aussi pour ça que voilà, c'est pas évident justement de communiquer, puisqu'on est assez isolé. Et pour moi, c'était important aussi de venir sur Chartres et de pouvoir trouver un local ou une visibilité en centre-ville pour être vraiment au cœur. Et là, mon atelier, j'ai une fenêtre qui donne sur la rue. Il n'y a rien de mieux en fait en termes de communication. Les personnes passent, me voient à l'ouvrage, devant mon établi. Et après, j'ai mes créations qui sont exposées juste à côté. Donc voilà, ça se passe de mots presque. Et donc pour venir vous voir, il suffit de longer l'heure et on tombe sur votre atelier. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. On suit le courant en Basse-Ville. Merci Lidvine. Merci à vous. C'est ici que s'arrête notre épisode au sein de l'atelier de Lidvine. Merci à elle pour son chaleureux accueil. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. C'était un podcast De l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. De l'or dans les mains, c'est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour découvrir notre immersion en images et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Et vous pouvez aussi adhérer pour soutenir nos actions auprès des jeunes et rejoindre notre communauté. Et nous, on reprend la route. À bientôt!